En marche. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir, chers adhérents de BHC. Nous continuons sur le sujet que nous avons continué la semaine dernière, la théorie de l'évolution. Et on a vu la semaine dernière que la première preuve, c'est peut-être la preuve la plus citée et connue sur cette théorie de l'évolution, que l'on voit que le monde a évolué d'être simple en plus compliqué, en plus complexe. Et donc on voit qu'en fait que le monde, par erreur, avec ce qu'on a appelé la semaine dernière la sélection naturelle et les mutations, donc le monde évolue jusqu'à aujourd'hui. Et la semaine dernière, on a commencé à parler des dinosaures et on a vu ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire pas grand-chose, et ce qui a été reconstitué. Mais encore, chez les dinosaures, c'est pas mal ce qu'on a trouvé. Aujourd'hui, on passe au deuxième volet de cette preuve, qui sont bien entendu les squelettes d'êtres humains qu'on a trouvés dans toutes sortes d'endroits dans le monde. Et ce sont des squelettes qui sont plus simples aux plus compliqués. On voit des squelettes qui sont de gens plus petits, qui ressemblent plus à des singes et qui ont grandi avec le temps, qui se sont, comme on connaît tous cette frisque dans toutes les classes, où on voit l'homme singe qui commence à se lever doucement jusqu'à qu'il devient comme l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'on a trouvé et ce qui a été fait de cela. Ça, c'est une caricature en fait pour montrer en fait comment ça marche le fait de compléter des ossements qu'on a trouvés. C'est-à-dire que tout passe par l'imagination, comme on a parlé la semaine dernière. Donc, on voit un crâne et en fait, après, sur ce crâne, tu tires des traits pour savoir à quoi ça ressemblait. Donc, vous comprenez que en rigolant là sur ces caricatures, le même crâne, on peut arriver d'un homme à un extraterrestre, à un singe ou à un monstre. On peut en faire ce qu'on veut de ce crâne. Bien entendu, ce n'est qu'une caricature, mais comme on va le voir, c'est pas loin de la réalité. Alors voilà, tout le monde connaît ce squelette-là qui a été trouvé, qui apparaît dans tous les livres d'histoire et de sciences modernes. Le squelette de la célèbre Lucie, l'homme le plus complet que l'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. Comme vous voyez, complet, c'est tout à fait approximatif, puisqu'on n'a pratiquement rien trouvé. Ça, c'est le squelette le plus complet qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez dans les livres, etc., dans les musées, les reconstitutions, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a retrouvé, ce sont des reconstitutions. C'est-à-dire qu'on a trouvé ce genre de choses en moins que ça, d'accord? Et après, on commence à reconstituer. Vous avez devant vous 4 musées où l'on voit 4 reconstitutions de cette Lucie, et vous voyez, il n'y a strictement aucun rapport entre les 4 reconstitutions, tout simplement parce que on n'a aucune idée à quoi ça ressemblait. La seule chose, bien entendu, qui revient dans les 4 constitutions, ce sont les poils, pour faire ressembler à un singe. Mais à part ça, ni la forme de la tête, ni la forme du crâne, rien ne ressemble dans ces 4 reconstitutions. Encore une fois, tout simplement, puisqu'on n'a pratiquement rien trouvé, et après, tout est donné à l'imagination du reconstitueur, je sais pas comment on dit ça, de celui qui fait cette reconstitution. Et donc c'est pas du tout une science exacte où on peut dire voilà, on a trouvé ça et voilà l'évolution, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qu'on pense ce que c'était, et chacun, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment peut dire ce qu'il veut, et donc on arrive à toutes sortes de reconstitutions qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Voilà, encore une fois, un morceau de crâne, 6 reconstitutions dans 6 journaux et musées, journaux scientifiques. Vous voyez encore une fois, strictement aucun rapport entre les reconstitutions. Voilà, encore, on a trouvé maintenant un os et un morceau. Est-ce qu'on voit des planches? Parce que moi, je les vois pas. Ah, je sais pas. Personne ne voit les planches? Non, on les voit. On les voit. Si, je les vois. Je les vois, moi. Si, on les voit. Alors, vérifie ce qui se passe chez toi. Donc, dans le diapo que vous voyez devant vous,
On a trouvé un morceau de crâne et alors on commence à reconstituer encore une fois et bien entendu, on n'en a strictement aucune idée. Encore un exemple et très intéressant, on a trouvé une dent et voilà, c'est lui. Comme vous pouvez le voir, c'est lui. La dent, c'est lui. C'est-à-dire qu'on a trouvé cette dent et d'après cette dent, après, on a reconstitué. C'est-à-dire qu'on dit par rapport à cette dent, alors il semblerait que la mâchoire était comme ça. Si la mâchoire était comme ça, alors le crâne était comme ça. Si le crâne était comme ça, alors le corps était comme ça, etc., etc. Et vous comprenez bien que entre la réalité et l'imaginaire, la distance est énorme. Et entre la vérité et ce qu'on a trouvé, il n'y a strictement aucun rapport. Ok. Maintenant, quelque chose de très intéressant. Pendant des années, les scientifiques ont cherché ce qui s'appelle le maillon manquant. C'est-à-dire que, puisque la théorie dit qu'on a des êtres qui sont simples et qui sont devenus de plus en plus complexes. Dans tous les fossiles que l'on trouve, même les fossiles décalqués dans la pierre de certains animaux, etc. Alors, on voit des fossiles qui sont, entre guillemets, complets. On voit un certain être, et puis on voit toutes sortes d'autres êtres. Maintenant, vous comprenez que les mutations, ça passe en toutes petites étapes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à chaque fois un petit changement. On ne voit pas ces changements-là. On voit des changements, mais on voit un être X, et après Y, et après Z, qui sont plus complexes, mais on ne voit pas les maillons manquants au milieu. C'est-à-dire qu'il y aurait dû y avoir plein de maillons qui sont en fait les petites étapes. Parce qu'encore une fois, c'est pas qu'on a un être qui est devenu en une seconde un autre être. Quand on a une mutation chez un être humain à l'hôpital, alors on a encore un doigt qui pousse. On a 2 têtes. Mais c'est pas qu'on a un extraterrestre, on a autre chose complètement. On a des changements, mais c'est des petits changements qui, au fur et à mesure, peuvent prendre place véritablement et continuer dans les prochaines générations. Mais c'est pas qu'on a un changement total d'un certain être à un autre être, plus simple ou plus complexe. Donc pendant des années, les scientifiques ont cherché ce fameux maillon manquant. Et voilà, Baruch Hashem, on l'a trouvé, l'Archéopétrix. Alors vous l'avez devant vous, bien entendu cet oiseau très sympathique qui ressemble moitié à un dinosaure, moitié à un reptile, moitié à un oiseau. Vous comprenez bien que ce n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a retrouvé. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est le fossile que l'on a retrouvé, qu'on a trouvé. Et donc cet Archéopétrix, ce fossile-là, alors on l'a reconstitué et on est arrivé à la conclusion. C'est un peu comme les dinosaures, après qu'on a dit qu'il y a un astéroïde qui est tombé, ben on a dit c'est le cratère du Mexique, d'accord, c'est le Martèche, comment on dit le Martèche, le cratère du Mexique, bon c'est pas très important, quoi, et donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que on a décidé qu'on a besoin d'un maillon manquant, on a trouvé un fossile, on a dit ben voilà c'est lui, c'est le maillon manquant. Et donc, on a dit que, tu vois, la reconstitution, c'est un moitié reptile, moitié oiseau. C'est-à-dire qu'il était reptile et qu'il est devenu oiseau. Il est devenu plus compliqué. Et donc, pendant quelques années, bien entendu, dans tous les livres, voilà, on a trouvé finalement, sauf, on a la preuve irréfutable de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, on a le maillon manquant. Nous voyons qu'il y a un passage d'une espèce à l'autre. Vous comprenez d'abord que le fait même de dire une chose pareille, c'est un absurde qui est vraiment énorme, parce que si on avait si cette thèse-là était véridique, alors on n'aurait pas dû trouver un maillon manquant, on aurait dû trouver des millions, parce qu'on a tous les êtres du monde, d'accord, qui ont passé des millions d'étapes. Donc on aurait dû trouver partout, tout le temps, ces maillons. Mais bon, c'est pas grave. On en a trouvé quand même un, c'est déjà pas mal. D'accord ? Maintenant, comme vous le comprenez, comme vous le comprenez, c'est pas qu'on a vraiment trouvé quelque chose, on a trouvé un fossile et on dit que c'est le maillon manquant. Maintenant, petit problème. Pourquoi petit problème ? Bah, tout simplement parce que, comme vous le voyez, attends, j'agrandis. Quand je tape, vous voyez que ça agrandit là ? Oui, oui.
Oui, c'est bon. Ok. Alors, comme vous voyez là, encore une fois, une infinité de reconstitutions. C'est-à-dire que vous voyez là, c'est l'archéopétrique sur la gauche. Vous voyez en haut, ça c'est le fossile qu'on a trouvé. On a une infinité de reconstitutions. Aucune ne ressemble à l'une à l'autre. La seule chose qui ressemble, bien entendu, comme on le voit sur le fossile d'une manière flagrante, c'est la queue de cet oiseau-là avec les plumes. Donc, dans toutes les reconstitutions, on verra une grande queue avec des plumes. À part ça, là, ça ressemble à un dinosaure, là, ça ressemble à un oiseau, etc., etc. Donc, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. Et bien entendu, on n'en a strictement aucune idée. Mais bon, ça, c'est encore pas grave. On aurait pu dire que quand même, on croit les scientifiques puisqu'ils le disent que c'est le maillon manquant et que c'est un passage entre un reptile et un oiseau, alors tout simplement, voilà, c'est lui, c'est la preuve. Mais le petit problème, c'est que, comme vous le voyez en bas, cet Archéopétrix, il vit encore de nos jours. On l'a trouvé dans des... dans certaines forêts, nous retrouvons cet oiseau qui est tout à fait un oiseau, pas du tout un reptile, exactement le même squelette et la même représentation que cet Archéopétrix, le fossile qu'on a trouvé. Donc ce fossile-là, d'il y a des millions d'années, il existe encore en vivant, d'accord? Et c'est pas du tout un maillon manquant, c'est un oiseau comme tous les oiseaux, avec le même squelette exactement qui est sur ce fossile. Donc, la preuve est tombée à l'eau. Bien entendu, dans plein de bouquins, vous ne verrez pas cela, puisque nous continuons à éduquer sans arrêt, comme on expliquera plus tard. Pourquoi? Mais on éduque sans arrêt le monde entier à croire que nous avons des preuves irréfutables à cette théorie. Encore une preuve irréfutable, encore un maillon manquant. Et cette fois, nous passons au Létimiria. Le Létimiria, c'est le fossile qu'on a trouvé. Et comme vous pouvez le voir vous-même, c'est le passage entre un poisson et un mammifère. C'est-à-dire un poisson qui est devenu reptile, puisque dans la théorie de l'évolution, les poissons étaient avant les êtres qui étaient sur Terre. Donc, ce poisson qui était un être plus simple est devenu plus compliqué, est passé en reptile sur vous voyez là, on voit les photos qui sont dans les livres d'histoire. Donc vous voyez cette photo-là en haut, la Létimiria, la preuve irréfutable, encore une fois, du maillon manquant. Nous avons ce poisson qui est devenu un reptile qui respire sur Terre. Donc on voit une évolution, on voit qu'il y a des mutations qui permettent aux êtres plus simples de devenir plus complexes et de vivre dans ce monde-là. Et donc, encore une fois, ces photos-là apparaissent dans tous les bouquins d'histoire et sont la preuve irréfutable. Bien entendu, encore une fois, en 1938, nous voyons, cette Létimiria en l'Afrique du Sud. On a pêché un poisson qui est exactement le même squelette, le même fossile que cette Létimiria. Donc, c'est la Létimiria elle-même. Et encore une fois, ce poisson-là, il est comme tous les poissons, il ne peut pas vivre du tout sur Terre, il n'a aucun moyen respiratoire, ni qui s'est développé d'un poisson à un reptile, etc. Comme vous le voyez devant vous, on a et le poisson et son squelette, etc., etc. Et donc, encore une fois, les preuves irréfutables, elles tombent les unes après les autres à l'eau. Encore un crâne qui est devenu toutes sortes de choses de reconstitution. Je ne sais pas si vous voyez la reconstitution sur la droite. J'ai un voisin qui ressemble à ça. Donc, en tant qu'être préhistorique, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on a toutes sortes sur la gauche. Sur la droite, vous avez une reconstitution. C'est dans un film qu'ils ont fait sur les hommes préhistoriques, etc. Et encore une fois, une reconstitution qui ne ressemble strictement à aucune des autres reconstitutions. Ok, donc là, voilà. Donc là, on a vu encore une étape de la compréhension des preuves de la théorie de l'évolution, c'est-à-dire les ossements et les squelettes, etc. On a commencé avec les dinosaures, on est passé avec les êtres humains et après les maillons manquants. Nous voyons en fait que
strictement, pratiquement rien n'a été trouvé. Petit morceau par-ci, petit morceau par-là. Toute la suite, laissez place à l'imagination. Alors, pour comprendre à quel point ce que je viens de dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de August Wissmann, professeur August Wissmann, qui a écrit un bouquin qui est lui un ferveur adhérent, on dit, n'est-ce pas? Un ferveur adhérent à la théorie de l'évolution. Et il écrit lui-même dans son... Fervent adhérent à cette théorie. Et il écrit lui-même dans son bouquin L'origine des espèces que la théorie de Darwin est tout à fait improuvable d'une manière empirique. C'est-à-dire on ne pourra jamais prouver d'une manière empirique, c'est-à-dire que les scientifiques eux-mêmes qui sont les promoteurs aujourd'hui de cette théorie nous disent on doit accepter cela, nous donnons des explications. Est-ce qu'on peut prouver quelque chose véritablement? Strictement rien, d'accord? Et Darwin lui-même écrit dans, l'origine des espèces, c'est Darwin qui a écrit ça, le livre de August Wissmann, il s'appelle la force toute puissante de Abrira Altivit, la sélection naturelle, d'accord, la force toute puissante de la sélection naturelle, ça c'est le titre de son livre. Darwin écrit lui-même dans son bouquin L'origine des espèces, page 154, il écrit que si quelqu'un arrivera à prouver que un membre ou une partie d'une espèce, d'accord, il est existant d'une manière que on ne peut pas le créer par étapes, alors toute ma théorie tombera. J'explique. En fait, c'est ce qu'il dit Darwin, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a été en premier dans la théorie d'évolution? L'œuf ou la poule? Pour cette théorie d'évolution, on a besoin de savoir des choses qui vont d'une étape une après l'autre, et on ne peut pas avoir une étape sans l'autre. Et elles sont obligées d'être les unes après les autres. Le problème, c'est que pour avoir un œuf, on a besoin d'une poule, et pour avoir une poule, on a besoin d'un œuf. C'est-à-dire, en fait, on n'a aucune possibilité de dire que cette chose a évolué. Si tu dis ça a été créé une poule, ok, la poule elle a été créée, elle donne des œufs. Mais si tu dis ça a été une évolution, ça a commencé où l'évolution? Elle va de quel endroit à quel endroit? Donc on voit qu'il n'y a pas possibilité. Maintenant, il faut savoir, la preuve qui a été donnée, c'est pas la poule ou l'œuf, c'est l'ADN. D'accord? Parce que Chelbon, comment dire Chelbon? Une protéine, d'accord? Pour fabriquer des protéines, on a besoin d'ADN. Mais, pour avoir de l'ADN, on a besoin de protéines. Donc, c'est-à-dire les molécules d'ADN, pour qu'elles se reproduisent, comme on l'a parlé la semaine dernière, l'ARN qui passe et qui recopie l'ADN, c'est avec des protéines. Maintenant, ces protéines-là, elles sont créées par l'ADN. Donc, comment l'ADN qui a besoin de protéines, elle peut créer de la protéine qui a besoin d'ADN? Vous comprenez comment ça se passe? Donc, Darwin lui-même a dit, si on arrive à prouver que certaines choses ne peuvent pas être par étapes et qu'on a besoin des deux côtés du cycle pour exister, toute ma théorie, elle tombe, page 154, et nous avons comme ça des dizaines et des dizaines de choses dans ce monde-là qui nous montrent que c'est impossible que le corps a été créé par étapes. D'accord? Maintenant, vous ouvrez l'encyclopédie et vous voyez, d'un point de vue statistique, pour qu'une protéine qui a trait à la vie se fasse par erreur, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre.
Je vous donne un exemple. Si je prends un encrier, je mets une grande feuille blanche par terre. Je prends un encrier, je le jette en haut et il tombe sur ma feuille. Et je fais ça 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois, 10 milliards de fois, 100 milliards de fois. Je jette. Quelle est la probabilité qu'une fois je vais jeter l'encrier et il va avoir la lettre G qui va s'écrire bien comme il faut. On va avoir une belle lettre G majuscule comme ça, un beau G qui va s'écrire. Quelle est la probabilité que la lettre G s'écrive d'elle-même en jetant un encrier 1 milliard de fois, 100 milliards de fois? Il y a une probabilité que ça se passe? Ben non, évidemment. Ou elle est infime. Ou elle est quasiment nulle. Il y a une probabilité. Si je le fais 1 milliard de fois, il y a peut-être 1 chance, 2 chances, 10 chances que ça va arriver. Sur 1 milliard de fois. Ouais. Ok. Et encore. Ouais. Ok. Maintenant, si je prends ce même encrier, je le jette 1 milliard, 100 milliards, 1000 milliards de fois, quelle est la probabilité que j'ai la lettre G et juste à côté la lettre A qui va s'écrire? Les probabilités tombent encore plus. Combien j'ai de probabilité en faisant ça d'avoir le mot Gabriel qui va s'écrire? Pas G-A, G-A-B-R-I-E-L. Il y a une probabilité ou il n'y a pas de probabilité? Non. Elles se multiplient entre elles, mais comme elles sont très faibles, ça donne à chaque fois un nombre encore plus petit que le précédent. Je pose la question toute simple. Gabriel, est-ce que si je prends l'infini, j'aurai le mot qui va s'écrire, oui ou non? Sur l'infini des fois, ça va arriver que le mot Gabriel va s'écrire? En théorie, oui. En théorie, tu penses que oui? Oui, parce que compte tenu de ce que vous avez décrit vous-même, c'est-à-dire la probabilité pour que G apparaisse, elle est extrêmement faible, mais elle n'est pas nulle, c'est vous qui l'avez dit. Ensuite, le A, c'est la même chose. Il y a une probabilité, on peut même la considérer égale à celle de G. Elles vont toutes se multiplier entre elles. C'est-à-dire que si vous avez 10 puissance, quand je parle en tant que matheux, mais 10 puissance moins 10, une chance sur 10 milliards pour G, une chance pour 10 milliards pour le A, etc. Vous aurez en fait, en faisant le produit de G, A, B, R, I, L, vous tomberez sur une probabilité, que ce sera peut-être 10 puissance moins 50 ou moins 60. Je ne sais pas. Ok. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire... Ok. Attends une minute. On pourra dire qu'il n'y a pas de particules dans l'univers pour faire toutes ces expériences. Mais si on suit le raisonnement, bon... Ok. Il n'y a pas... Bon. Ok. Alors, pour le mot Gabriel écrit à l'encre, on est en train de discuter, ça fait là quelques minutes, pour savoir c'est quoi la probabilité qui est tout à fait inexistante ou quasi inexistante. Ça, c'est pour le mot écrit à l'encre. Alors moi, Gabriel, l'être Gabriel qui est fait de milliards, de centaines de milliards de particules, qui sont tous plus complexes, chaque particule, 1 milliard de fois plus que le mot Gabriel. C'est quoi la probabilité que j'ai été fait par erreur? Ok. Maintenant, on ouvre l'encyclopédie Oils in Nature, volume 294. D'accord? Et alors, pour avoir une molécule qui se fasse, une molécule de protéines qui se fasse par hasard, par erreur, c'est-à-dire que on a les gaz premiers, on va pas compliquer les choses, ce qui était après le Big Bang, d'accord? Les gaz premiers qui ont explosé entre eux, qui sont mélangés, qui ont fait des bêtises, une protéine par erreur. Alors toi, tu as dit, Moshe, on est à 10 puissance 50, 10 puissance 60. Pour une
molécule de protéine qui n'est pas vivante. Dans l'encyclopédie, on voit 10 puissance moins 243. Ok. C'est pas beaucoup, je reconnais que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Maintenant, ça c'est pour une molécule de protéine qui n'a pas trait à la vie. Mais si on veut transformer cette molécule de protéine qui a trait à la vie, alors on est là déjà à 10 puissante moins 40 000. Pas moins 243, moins 40 000. Ça veut dire que quand on parle aujourd'hui de 15 milliards d'années, depuis le début des temps, depuis le Big Bang, quand on date au carbone 14, etc., on parle de 15 milliards d'années, tu comprends que ça commence même pas à parler. Puisque pour avoir une protécule, une molécule d'une protéine, on est à 10 puissance moins 40 000, c'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune chance sur 100 milliards de 100 milliards de 100 milliards d'années que ça commence sur une molécule. Donc, d'un point de vue statistique, ce que l'on parle, on parle de quelque chose qui est tout à fait inexistant, c'est-à-dire qui est tout à fait impossible, c'est-à-dire en prenant seulement les choses qu'on a devant nous, aujourd'hui, devant nos yeux, et en faisant des statistiques, on voit que ce que la science, elle dit, en disant que c'est prouvé, même sans réfléchir ou vérifier, tu vois que c'est strictement improuvable. En 15 milliards d'années, c'est pas possible. Puisque tu ouvres n'importe quelle encyclopédie, on te dit c'est ça les chiffres. Sans ouvrir l'encyclopédie, tu prends ton nom écrit à l'encre, t'arrives déjà à la conclusion qu'il te faudra des milliards d'années pour que ça arrive. En jetant ton encrier pendant des milliards d'années, peut-être qu'une fois tu auras ton nom écrit. Après, transforme ça en un ongle, et après en une molécule, et après en un cerveau, etc., etc., etc. Donc on arrive déjà à une aberration d'un point de vue des chiffres qui n'a aucun lieu dans la réalité. Bon, revenons à nos moutons. Vous savez que quand Armstrong est arrivé sur la Lune, il a trouvé une montre là-bas, sur la Lune. Et jusqu'à aujourd'hui, cette montre, elle est en laboratoire, en étude, pour comprendre comment cette montre est arrivée là-bas. Est-ce que quelqu'un a une idée comment cette montre est arrivée là-bas? C'est quoi cette blague? Pourquoi une blague? C'est une blague. Non? Il n'a jamais trouvé de montre. Pourquoi pas? Elle a été posée par un autre cosmonaute il y a quelques milliards d'années, voilà. Mais je comprends pas pourquoi vous êtes tellement sceptique. C'est pas compliqué, une montre. Il y a des gaz qui ont explosé. Il y a une montre, je comprends pas. Il y a une explication. On va trouver une explication à la fin, de toute façon. Bon, alors. Ouais, ça, il a jamais trouvé de montre. Oui. Maintenant, regardez bien ce que je viens de faire là. En nous déconnectant une seconde de la théorie de l'évolution, je vous raconte une histoire à dormir debout, on a trouvé une montre. Tout le monde saute, mais arrête ton cirque. C'est ou un astronaute qui était là avant parce qu'une montre, c'est pas possible, et sinon, c'est une blague. Je comprends pas. Mon ongle, il est compliqué 1 milliard de fois plus qu'une montre. 1 milliard de fois plus qu'une montre. Et ça s'est fait par une explosion par hasard. Mais une montre, ça va pas ou quoi? C'est une blague. Obligé qu'il y a quelqu'un qui était là avant. Donc, nous comprenons que si on se déconnecte de la politique, parce que c'est de la politique l'évolution, c'est pas de la science, c'est de la politique. D'accord? Si on se déconnecte de la politique ou de ceux qui veulent nous faire croire certaines choses, et on se déconnecte, on n'est plus dans l'évolution, on parle d'une montre. La première compréhension d'un bébé est de dire impossible. S'il y a une montre, il y a un mécanisme, c'est quelqu'un qui l'a fait. Le monde, qui est un mécanisme inimaginable, de milliards de fois plus compliqué que n'importe quelle montre la plus simple, et le monde y gobe. Et les gens y gobent. La science, elle prouve. Une montre, si je te parle pas de l'évolution, n'importe quelle personne et scientifique te dira
Il y a un autre astronaute qui était là avant. Impossible. Mais si on revient à l'évolution, ah oui, bien sûr, le monde, oui, c'est possible. Bien entendu, c'est possible. Une montre, non. Mais le monde, oui. Par hasard, par erreur. Bon. Revenons au début de tout. Disons qu'on accepte toute la théorie. Du début à la fin. Nous sommes des chassidim et nous croyons. Donc on accepte. Il y a certaines questions qui vont toujours rester sans réponse. D'abord, comment tout a commencé? Le Big Bang. Ok. Le Big Bang, il a commencé par quoi? Par des gaz qui ont explosé. Ok. Ces gaz, ils sont venus d'où? Ok. Donc on aura toujours la question de comment tout a commencé. La science, elle commence par le Big Bang. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Qui c'est qui a fait ces gaz? D'où ils sont arrivés ces gaz? Ok. Après qu'on aura répondu, qu'on n'aura pas répondu parce qu'on ne peut pas avoir de réponse à ça, et personne n'essaye de répondre à ça, on aura bien entendu la deuxième question, comment de ces gaz, ces minéraux, ces choses que tu ne m'as pas expliqué d'où ils sont venus et comment ils sont arrivés, comment la vie a commencé? Parce que la vie, c'est une intelligence interne. Quand on a une table, une chaise, un verre, ok, c'est un miné, c'est ok, c'est là, ok. Il n'y a pas de développement. Mais la vie, c'est quelque chose qui se développe. C'est une intelligence interne qui fait que les choses, elles évoluent. Comment ça a commencé? Comment de ces gaz, de ces minéraux, etc. Alors, on est arrivé à quelque chose qui vit. On n'aura bien entendu jamais de réponse à cela. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a environ 12-13 ans de cela, quand j'étais en Belgique, je me rappelle qu'en Belgique, ils avaient investi une recherche mondiale qui était faite par le monde entier, 400 milliards d'euros. Qu'on avait investi 400 milliards d'euros pour essayer de refaire en laboratoire le Big Bang en petit, quoi. Comment tout avait commencé. 400 milliards d'euros. Et je me rappelle qu'on était en Belgique, ils avaient parlé de ça et que on arrive à la fin du Nissouille, comment on dit Nissouille, l'expérience, etc. Et plaf, non, ça n'a pas marché. 400 milliards d'euros sont partis en sucette et on n'a rien réussi à refaire jusqu'à aujourd'hui avec toute la technologie. Parce que vous comprenez que quand on parle de hasard, quand on parle de choses qui se font par mutation, tout est au hasard. Alors nous, on est des êtres humains avec beaucoup d'intelligence, on est censé faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus pointilleuses et avec des totsaot, des résultats beaucoup plus concrets que le hasard. Or, jusqu'à aujourd'hui, aucun scientifique au monde n'a réussi à créer ou à reproduire quelque chose de vivant. Personne au monde. Alors le hasard de lui-même, non, oui, les scientifiques avec toute la science, la technologie, la connaissance et le monde dans leurs mains, non. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut pas dire que cette marloquette, c'est la même que celle qu'il y a eu le Rambam avec Aristote et Platon, quand eux affirmaient qu'il y avait l'éternité de la matière. Et le Rambam, il affirmait, lui, évidemment, le contraire, en disant qu'il y avait un réchit et une fin. Mais pour ceux qui affirment que la matière est éternelle, donc qu'il n'y a pas eu de créateur, la présence d'un gaz, elle est possible. Mais encore une fois, tu comprends que pour l'éternité de la matière, il était là le gaz. Tu comprends que pour dire ce que tu viens de dire, il faut redevenir chassid. C'est-à-dire, tu me jettes quelque chose, tu as décidé que c'est comme ça, et accepte. Est-ce que tu peux prouver?
Non, mais c'était ça. En fait, le fond de la marloquette. Bien entendu. Mais gavé. le fond de cette marloquette là, il dit en fait, comme tu me dis toi, moi j'accepte pas Dieu parce que je peux pas le prouver, toi accepte l'éternité de la matière même si je peux pas le prouver. Alors c'est quoi la différence? Oui. Non, mais c'est-à-dire que dans la cohérence de ceux qui acceptent Oui. l'éternité Oui. de la matière, alors le gaz, Oui. il était là. Exact. Et il a servi, voilà. Voilà. Maintenant, comme on l'a dit, tu peux pas le prouver. Deuxièmement, disons qu'on l'accepte, comme tu viens de le dire. Comment la vie a commencé de ce gaz, de ces matériaux, de ces minéraux? Ah, c'est autre chose. D'accord. Ok. D'accord, Maintenant, si déjà, tu as rappelé le Rambam et Aristote, alors racontons l'histoire du Rambam et d'Aristote. Aristote, donc, disait que le monde est infini. Il s'est fait de lui-même. Rambam, mapitom, impossible. Un jour, Aristote vient chez le Rambam et il voit une maquette du du système solaire, non? Du système solaire, merci beaucoup. Le système solaire. Il voit une maquette du système solaire avec le soleil, les planètes, les 7 planètes, une manivelle, on tourne et tout, ça tourne comme ça, parfait, incroyable. Les boules l'une autour de l'autre, incroyable. Aristote, il tourne, il est tout ébloui, épaté, et il dit au Rambam, mais qui c'est qui a fait ça? Le Rambam lui dit, jamais tu vas me croire. Et il lui dit quoi? Il lui dit, j'avais une caisse avec des boules, des fils de fer, des bouts de bois, et cette caisse, je devais la mettre à la poubelle. Et elle était devant la fenêtre. Et il y a un coup de vent qui est arrivé, qui a ouvert la fenêtre, qui a basé le carton. Il a volé le carton. Tout ce qui était dans le carton s'est éparpillé et ça s'est sorti. Et c'est ça qui est sorti de ça. Et Aristote dit, mais dis-moi, tu crois que je suis stupide ou quoi? C'est impossible. Il lui dit, jusqu'à maintenant, je croyais que tu étais stupide. Maintenant, je suis sûr que tu es stupide. D'accord? Pourquoi? Parce que une maquette de rien du tout, de 50 cm sur 50 cm, 2 bouts de bois et 2 petites boules, ça c'est impossible, ça a été fait par lui-même. Mais les grandes boules sur des milliards de kilomètres qui bougent exactement au millimètre près et qui tournent exactement l'une autour de l'autre, ça s'est fait par soi-même. Alors tu m'expliques où est ta logique, monsieur Aristote? 3 boules, 2 fils de fer, impossible. Mais le véritable, c'est possible, c'est un peu comme Gabriel en écrit et le vrai Gabriel. Gabriel en écrit, impossible, mais le vrai, oui. Alors, on arrive totalement à l'absurde. Comme on l'a dit la semaine dernière, la deuxième preuve de l'évolution, c'est les mutations. Nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, nous avons des mutations. Va à l'hôpital, n'importe quel hôpital, tu verras des mutants. D'accord? Des mutants, c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres humains on voit des mutations dans l'ADN. Et donc des mutations dans les gènes, et donc des mutations dans les traits caractéristiques de chaque être. Le problème, c'est que si tu vas à l'hôpital et que tu demandes d'avoir des mutations, alors en général, tu verras à 99% des cas, les mutations, elles sont désastreuses. Elles sont destructrices. Elles vont amener pas à des changements positifs qui évoluent, mais elles amènent des changements négatifs qui font ou que la personne, elle est tarée, ou que la personne, elle est handicapée, ou que la personne, elle est mal formée, ou que la personne, elle va mourir. À 99% des cas, les mutations, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des petites mutations qu'on ne voit pas et qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas voir, qui n'ont pas de traits de caractéristiques, mais les mutations qui ont, oui, des caractéristiques et qu'on peut voir, alors en général, c'est des catastrophes. Donc, de montrer la mutation en tant que preuve,
c'est plutôt une preuve de l'inverse. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit, on voit, disons que on accepte encore une fois les mutations, bien qu'on voit que c'est très difficile d'accepter les mutations, parce que même si, disons, on dit qu'il y a des milliards de mutations qui ont été faites, alors ces milliards de mutations, si elles sont comme aujourd'hui, elles ont amené le monde à sa destruction, pas à évoluer. Donc on aurait dû voir un monde pas harmonieux et beau et tout parfait comme on l'a aujourd'hui, mais un monde qui va un peu dans tous les directions et qu'il n'y a rien qui a un rapport avec rien et tout est moche et tout est bekitsour. Et donc on voit tout parfait. Donc, mais disons, acceptons. On est des chassidim, on accepte. Acceptons. Qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de l'évolution? Elle dit qu'on a la brira tiv'it, c'est-à-dire que la sélection naturelle. Ce qui est bon reste, ce qui n'est pas bon s'en va. Maintenant, comme vous le comprenez, Darwin a écrit « L'œil me fait peur ». Pourquoi l'œil me fait peur? Parce que l'œil, une des preuves que Darwin a dit lui-même, qu'on l'a dit avec l'ADN et les protéines, que tu as besoin des deux. Donc Darwin est arrivé à prouver qu'on a des choses qui ne peuvent pas être par étapes, alors c'est fini pour ma théorie. Une des autres choses, c'est quand tu vois que tu as des choses qui sont sur les étapes qui servent à rien. Parce que la théorie de la théorie, elle dit que la sélection naturelle, ce qui n'est pas bien, ça s'en va. Maintenant, prenons un exemple. On avait, disons, un être simple, d'accord? On va faire ça schématiquement. Vous comprenez bien que l'œil, notre œil, qui fait des dizaines de millions d'opérations chaque seconde, qui capte les couleurs, qui capte la lumière, qui fait passer ça au cerveau, qui retranscrit ça sur des images. En fait, on voit dans le cerveau. Ce qu'on voit, c'est pas dans les yeux, d'accord? C'est dans le cerveau qu'on voit, d'accord? Mon œil, il est très compliqué. C'est pour ça que, par exemple, maintenant, j'enlève mes lunettes. Je vous vois plus. Ben, tout simplement parce que j'ai un quart de millimètre qui a bougé dans mon œil. Ben, c'est fini. On voit plus. Donc, vous comprenez que l'œil, il n'a pas été fait en une seconde. Il n'a pas été fait en une mutation. C'est pas qu'il y a un gaz qui a muté ou, disons, un être vivant. On ne sait pas comment il a commencé, le vivant, mais disons qu'il y avait un être vivant qui a commencé à faire des mutations. Vous comprenez bien, c'est pas en une mutation qu'on a eu tout d'un coup, ploup, un œil. C'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de mutations qui ont eu lieu jusqu'à que l'œil, comme on l'a devant nous aujourd'hui, est arrivé. Petit problème. L'œil, comme on l'a, seulement comme on l'a, il peut voir et il sert à quelque chose. Si on a 1 millimètre de l'œil qui n'est pas comme il est aujourd'hui, ben il ne sert à rien notre œil. Donc sur ces milliards de mutations, disons qu'on a eu 100 milliards de mutations. Ben sur 99 milliards 999 999 mutations, cet œil ne servait à rien. Sur ces 900 milliards de mutations, l'œil ne servait à rien. Sur les 800 milliards de mutations, il ne servait à rien. Après 100 milliards de mutations, il ne servait à rien. Après 1000 milliards de mutations, il ne servait à rien. Pourquoi il a été gardé? Pourquoi la sélection naturelle, elle a gardé toutes ces étapes-là qui servaient strictement à rien? Puisque l'œil ne pouvait pas voir. Donc, si tu dis bien entendu que il y a quelqu'un qui a créé, ou alors il y a une marchava, une intention dans cela, alors, même disons qu'il y a eu des étapes, alors il y a quelqu'un qui sait que ça va arriver, donc il garde. Si tu dis que c'est quelque chose de hasardeux, la sélection naturelle, ben c'est strictement impossible. Toutes les étapes qui sont au milieu, elles servent à rien. Donc on aurait dû avoir seulement des étapes qui apparaissent par mutation qui sont très simples. Des changements tout à fait simples. Un œil qui est tellement compliqué, c'est impossible par mutation d'y arriver. Tout simplement impossible. C'est pour ça que Darwin écrit « L'œil me fait peur ». Parce que l'œil, il va complètement contre toute la théorie qui dit que ça va par étapes. Je vous lis ce qu'écrit Darwin. L'origine des espèces, page 168. Croire que l'œil, je traduis ça en hébreu, je l'ai envoyé devant moi en hébreu, je vous le traduis en français. Croire que l'œil, sur toutes ces particules qui sont
imbriquées les unes dans les autres, d'une manière qui sont impossibles à reproduire aujourd'hui, de faire le focus, de se focaliser à des différentes distances, à absorber les différentes sortes de lumière, les variations spirites et chromatiques, de croire que tout ça a été fait par la sélection naturelle, je me confesse librement, c'est l'absurde du plus haut niveau. Donc Darwin nous dit, je me confesse, ça représente à l'absurde au plus haut niveau. Mais, comme on l'a dit, c'est pas grave. Puisque on a déjà décidé que c'est la conclusion, donc tout ce qui va autour, les preuves, c'est pas important. Ok. Prochaine preuve de la théorie de l'évolution. Les vestiges d'organes. Alors, on nous fait savoir que nous avons dans notre corps des vestiges qui ne servent strictement à rien. Le coccyx, le thymus, l'appendicite, etc., etc., tout ça, ce sont des organes qui ne servent à rien. Ce sont des vestiges de l'évolution, et donc nous voyons que rien n'est parfait, rien n'a été créé, tout ça c'est par erreur, et comme il y a des erreurs, il y a des choses qui ne servent à rien, qui sont encore en train d'évoluer. On attend la sélection naturelle, encore 2-3 générations, quelques milliards de mutations, et ça va disparaître. Bien sûr, vous comprenez qu'il y a un petit problème, c'est que, vu qu'on est tous les mêmes, pour que ça disparaisse, il faut que ça se passe tout en parallèle. Bon, disons. Mais le problème, c'est que ça, c'est il y a 60-70 ans, ils ont dit ça. Aujourd'hui, la médecine actuelle sait que tous les membres du corps servent à quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire que le coccyx, par exemple, ça sert à tmicha physique, mevaset gdila. Mevaset gdila, ça veut dire c'est un ça aide le corps, voilà, pour la croissance. Ça aide à la croissance. L'appendicite, voilà, ça aide à la croissance, à l'équilibre, etc. L'appendicite, c'est vrai, on peut vivre sans, mais on sait très bien que a priori, on en a besoin. C'est la poubelle de notre corps. D'accord ? C'est pas qu'on n'en a pas besoin. Il sert de poubelle. D'accord ? Mais on en a besoin. On peut vivre sans. Comme on peut vivre, par exemple, aussi avec une seule kilia, comment on dit une kilia ? Un seul rein, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des reins. On a besoin, mais on peut vivre sans. D'accord ? Donc, il y a toutes sortes de choses qui servent et que Dieu a fait d'une manière parfaite et qui servent tout à la personne, mais à l'époque, ils ne savaient pas. Donc, ils croyaient. La médecine n'était pas suffisamment avancée. Aujourd'hui, cette preuve aussi est tombée. Bien entendu, dans les livres scientifiques, vous verrez encore cette preuve qui apparaît. Toutes les preuves apparaissent encore, mais c'est pour ça que, comme on verra plus tard, la majorité aujourd'hui des scientifiques, ils n'acceptent plus la théorie de l'évolution. Mais, on verra plus tard. Donc, Issardout Achazak, on a la survie du plus fort, la sélection naturelle qui fait que le plus fort, c'est lui qui reste. D'accord ? Si c'est comme ça, en fait, on aurait dû avoir que des sortes d'êtres qui sont très forts, très puissants, etc., etc. L'homme, par exemple, aurait dû être le dernier à exister, en fait. Puisque je vous rappelle que par rapport aux animaux, par exemple, nous, on est l'être le moins fort, le moins protégé. Les animaux, ils n'ont pas besoin d'habits, la nourriture, ils l'ont partout, etc., etc., etc. Ils ont tout ce qu'il faut, instant. Un être humain, il naît, il meurt tout de suite. S'il n'a pas le médecin à côté de lui, les parents, les vêtements, le chauffage, il meurt tout de suite. D'accord ? Alors, cet être-là qui est le moins fort aurait dû aussi être lui-même éliminé. À part ça, on aurait dû avoir toutes sortes d'êtres qui sont au milieu d'évolution.
puisque chacun évolue avec ses mutations. Et les mutations, elles passent aux générations d'après. Où ils sont tous les êtres qui sont au milieu des évolutions. Ok, on n'a pas trouvé le maillon manquant. Mais pourquoi on a besoin du maillon manquant? On a des milliards d'êtres, et des milliards d'êtres humains, et des milliards d'animaux, et des milliards de reptiles. Où ils sont? On voit des sortes. On ne voit pas des sortes qui sont en train de passer à d'autres sortes. On ne voit pas. On voit des sortes coupées. On voit un poisson, on voit un reptile, on voit un être humain, on voit un singe. On ne voit pas des singes qui sont en train de se développer. Il n'y a pas. Ou qui sont entre l'homme. Les mutations, elles continuent aujourd'hui aussi. Ce qu'il y a eu il y a 15 milliards d'années, il y a aujourd'hui. Or, tout ça, on ne voit pas. Ok. Alors, je ne sais pas si je vous montre ça ou c'est pas très important. Alors, ok, bon, c'est pas la peine, je vais vous le dire par cœur. J'ai un tableau ici d'un livre de sciences aux États-Unis où on voit en fait, parce que comme on l'a dit, on a trouvé, par exemple, chez les êtres humains, différentes sortes de squelettes, différentes sortes de crânes, et bien entendu, donc on parle d'évolution de l'homme. Donc on a un tableau ici où on voit tous les êtres humains, entre guillemets, qu'on a trouvés partout dans le monde, et c'est partout dans le monde, dans des grottes, dans des cavernes, et etc., qui ont été datés. Alors, une seconde, je vais essayer d'agrandir un peu pour vous lire un petit peu ce qui est écrit ici. D'accord? Aïe. Une seconde. Donc, on parle du Cambrion. Cambrion, c'est le premier. C'est le moins évolué. Il y a 600 millions d'années. D'accord? Et on arrive au Néandertal, d'accord? À 50 000 ans. 50 000 ans, c'est le Néandertal. Il y a 600 millions d'années, c'est le Cambrion. Et au milieu, on en a plein au milieu. D'accord? Où ça a été trouvé? Alors, Mapale Victoria, Ohio aux États-Unis, Montréal, etc. Toutes sortes d'endroits qu'on a trouvés, etc. Ok? Dans le tableau, on nous montre l'endroit, le squelette qui a été trouvé, les années, il y a combien d'années, et ce qui a été trouvé à côté. C'est-à-dire les ustensiles qu'ils utilisaient. Or, pratiquement tous les ustensiles ont été trouvés à côté de tous. C'est-à-dire que, vous comprenez que dans le livre d'histoire, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Cambrion avec une pierre, une grosse pierre comme ça, comme un sauvage, comme comment ça s'appelle, un singe, d'accord? Et puis tout d'un coup, il a fait une petite lance comme ça, et puis après, il a monté, il a fait une grosse lance, et puis après, il a fait une épée, etc. Or, tous les ustensiles qu'on trouve en fer et les mêmes formes, ils sont trouvés à peu près partout dans le monde, avec toutes les sortes de squelettes et toutes les sortes d'années. Donc, encore une fois, petit problème d'un point de vue de l'évolution, nous voyons que ça ne tient pas la route. D'accord? Maintenant, je vous lis ce qu'écrit le professeur Patterson dans son livre Evolution, un livre qu'il a écrit entièrement sur l'évolution, page 145-147. C'est c'est pas très important. Il écrit juste, en 2 mots, il écrit que quand on revérifie la théorie de l'évolution, c'est-à-dire que même si on accepte beaucoup de parties et qu'on veut dire que c'est comme ça que c'est passé, on ne pourra jamais tester ou prouver. Nous devrons toujours appeler cette théorie. Une théorie, ça veut dire quelque chose qui n'est pas prouvable. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on parle de la théorie de l'évolution. On ne parle pas de la science de l'évolution, on parle de la théorie de l'évolution parce que ça ne reste qu'une théorie tout à fait
improuvable. C'est pourquoi? Tout simplement parce que une théorie, pour qu'elle soit acceptée comme scientifique, il faut qu'elle soit, que je peux la contredire. C'est-à-dire que je peux poser une question et tu me dis pas, c'est comme ça. C'est-à-dire, les gaz, ils viennent d'où? C'est comme ça. Ils ont toujours été, comment c'est possible? C'est comme ça. Donc, je peux rien contredire. C'est-à-dire que si tu me dis, il y a des chromosomes, je te dis, mais, ok, mais s'ils vont comme ça, comment ça marche? Mais je vais t'expliquer. Alors, tu peux contredire et je te réponds. Là, c'est une théorie et ça reste une théorie puisque je ne peux pas contredire. Donc, c'est improuvable. Si c'est improuvable, c'est une théorie. Deuxièmement, une théorie, pour qu'elle devienne scientifique, je dois devoir la contredire, pour avoir la possibilité de la contredire. Deux, je dois être possible de montrer, d'accord, en laboratoire, d'une manière empirique, ce qui va se passer à partir de maintenant et de montrer comment ça se passe. C'est-à-dire que si j'ai prouvé, encore une fois, que on a eu des évolutions, où elles sont les évolutions aujourd'hui, montre-moi. Fais-le toi, tu as toute la technologie devant toi. Vas-y en laboratoire, montre-le-moi. Montre-moi dans le monde, d'une manière empirique, où ils sont les êtres humains qui sont en train de s'évoluer. Où ils sont les êtres qui sont les maillons qui sont en train de changer. Montre-moi les mutations qui font des nouvelles sortes de vie. Ils sont là, on a des êtres humains. Prouve-le-moi empiriquement. Tout ça, strictement impossible à prouver empiriquement, ni en laboratoire, ni à contredire. Donc automatiquement, professeur Patterson nous dit, ça restera toujours seulement une théorie. Jamais on pourra appeler ça de la science. Dommage que je ne peux pas vous montrer, j'ai un petit film de 30 minutes. C'est pas un film, c'est des parties, c'est en Israël, c'est il y a 20 ans de ça, 30 ans de ça, ils avaient fait sur la chaîne de la Arutz Hamada, la chaîne de la science. Scientifique. La chaîne scientifique. Ils avaient pris un scientifique connu qui avait reçu dans son émission les plus grands scientifiques en Israël qui sont des adhérents de la théorie de l'évolution. Les plus grands, quand je vous dis les plus grands, c'est genre les professeurs de l'Institut Weizmann ou etc. Les plus grands. Et ils les ont amenés les uns après les autres, tout le monde pas religieux, pour étudier. Rien à voir avec la Torah, la religion, rien. C'était des interviews scientifiques pour comprendre comment ça se passe. Alors il y avait des interviews sur le début de la vie, sur la physique, sur mais qui sont toutes les phases qui ont depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Dommage que je ne peux pas vous montrer, parce que dans ce film-là, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont repris les phrases qui ont été dites, ils te les marquent en grand pour que tu vois ce qui vient de te poser comme question et qu'est-ce qu'on te répond. À la fin, on te fait un résumé en te montrant qu'est-ce qui a posé comme question, quoi ce qu'on te répond. Comment la vie a commencé? Aucune idée. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que tu n'as pas un problème de répondre comme ça? J'ai un peu mal au ventre, mais on accepte. Etc. À la fin, après, je sais pas, 10 émissions peut-être, celui qui a fait toutes les émissions, il récapitule, il dit si on peut faire un récapitulatif de ce qu'on a vu dans toutes ces émissions, avec tous les plus grands scientifiques de la génération dans ce sujet-là, alors on arrivera à la conclusion. Ne posez pas de questions. Acceptez les choses comme elles sont, d'accord? Et la vie deviendra beaucoup plus simple. Ça, c'est la conclusion de toutes les questions. D'accord? Donc, nous voyons que cette théorie, ça reste une théorie totalement improuvée. Les preuves elles-mêmes sont toutes tombées les unes après les autres. Ce qui nous reste maintenant à expliquer, qu'est-ce que pense la religion par rapport à ça? C'est oui passé, ça s'est pas passé,
si ça s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Est-ce que Dieu a créé avec l'évolution? Est-ce que Dieu a créé en une seule fois? Etc., 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 etc. Tout ça et bien plus que cela, la semaine prochaine. D'accord. J'ai juste Question. une question. Judith, vas-y. Non, j'ai pas de question. Moshe? Non, comme d'habitude, j'ai pris plein de notes parce que il y avait des points. Je te prends, voilà, je te prends comme secrétaire, tu vas m'écrire des bouquins après. Je sais pas, j'essaye déjà d'écrire des articles, c'est compliqué. Alors des bouquins, n'en parlons pas. Non, j'ai pas de questions, mais ça comble des petits manques que j'ai à certains niveaux, donc Baruch Hashem. c'est très bénéfique. Juste une remarque. En me faisant l'avocat du diable. Est-ce que tu n'as jamais été interpellé en regardant un singe? Mais je ne te parle pas des petits singes, je te parle des grands singes, des orang-outans, qui ont un peu la stature des hommes, le regard. Tu sais que des fois, je suis interpellé par certains êtres humains qui me rappellent des singes. Non. Alors, je vais t'expliquer. Avant-hier, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Sefer HaIkarim de Rabbi Yosef Elbo, un des Rishonim il y a environ 1000 ans. Rabbi Yosef Elbo. Sefer HaIkarim, c'est un livre philosophique qui prouve un peu toutes les bases de la religion. Et il écrit là-bas qu'en regardant les animaux, tu ne peux pas ne pas arriver à croire que Dieu a créé ça. Maintenant, vous faire un aveu, ma sœur, pendant des années, elle était guide au zoo. Alors, je vais vous faire une découverte. D'aller au zoo tout seul, c'est sympathique. D'aller au zoo avec ma sœur, c'est un autre monde. Parce que, en fait, elle t'explique chaque chose, tu deviens fou, dingue. C'est-à-dire que quand tu vois en fait que Dieu a fait tout, pas parfait, mais plus que parfait. Chaque animal, chaque être, il a exactement ce qu'il a besoin pour vivre, pour se protéger, etc., etc. Et tu vois des règles. Parce qu'encore une fois, si c'était par hasard, alors, c'est le hasard. Mais par exemple, juste je donner un exemple pour que vous compreniez comment ça se passe. Tous les carnivores, ils ont les yeux devant. Le lion, la panthère, tous, ils ont les yeux devant, comme nous. Nous aussi, on est des carnivores. D'accord? On est des carnivores. Donc, on a les yeux devant. Tous. Bien que ce soit des sortes complètement différentes les unes des autres. Mais ils ont tous les yeux devant. Tous ceux qui se font dévorer par les carnivores, les zèbres, les vaches, les taureaux, je sais pas, tous les autres, d'accord? Ils ont les yeux sur les côtés. Pas devant. Ils ont la face, elle est comme ça, et les yeux, ils sont sur les côtés. Pourquoi? Parce que quand ils mangent, les yeux, ils regardent tout le temps sur les côtés pour voir est-ce que je vais pas me faire bouffer. C'est-à-dire que pour se protéger, les yeux, ils sont sur les côtés pour voir tout le temps autour. Le carnivore, lui, il s'en fout. Il n'a pas besoin de regarder autour parce que personne ne va manger, c'est lui qui mange les autres. Donc, on voit que chaque détail, et c'est pas une mutation chez une sorte. On voit que c'est une règle dans tous les animaux. Et là, c'est un exemple. Il y a des milliers d'exemples. Et quand tu vois le singe, il y a des dizaines de sortes de singes. C'est très intéressant. Allez voir avec ma sœur. Elle va vous expliquer chacun qu'est-ce qui se passe chez lui, etc. et comment. D'accord? Mais le fait que il y a des singes, je vais te faire une découverte. C'est pas l'homme qui descend du singe. Le Midrash nous dit que quand Akadosh Baruch Hu, à Migdal Bavel, il a pris les êtres humains et il les a éparpillés aux quatre coins du monde en leur changeant leur langue, il y a écrit qu'une partie il a transformé en animaux, en singes et en éléphants. Maintenant, tu comprends pourquoi écrit dans le Shulchan Aruch que quand on voit un singe
ou un éléphant, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Meshane abriot. Aïwa. Pourquoi Meshane abriot? Parce que ce singe, c'était un homme avant. Pourquoi il ressemble à l'homme? Parce qu'il était un homme avant. C'est pas l'homme qui était un singe. Mais c'est exactement l'inverse. Donc le Midrash nous dit, c'est pour ça que la bracha qu'on fait quand on voit un singe, Meshane abriot, celui qui a transformé les créatures. Parce que ce singe, c'était un homme. D'accord? Donc, D'accord. Tu devais le rappeler ça ultérieurement ou non? oui, enfin, je sais pas. Je crois que je me rappelle ce que je devais me rappeler. C'est pas grave. On parle de tout. C'est pas un problème. D'accord? Mais, quoi qu'il en soit, quand on voit les animaux, les êtres qui sont dans ce monde-là, on ne peut que voir Akadosh Baruch Hu. Je te dis, aujourd'hui, j'étais en train de parler au téléphone à la fenêtre. Et je regardais en bas de moi, pas des animaux. Je voyais la verdure. Il y avait toutes sortes d'arbres, etc. Je dis, mais il faut être dingue pour croire que toute cette beauté-là, toute cette perfection-là, tout ça, c'est du hasard. Il faut être fou. Le hasard, ça fait des choses hasardeuses. Ça fait pas des choses, et surtout, et encore une fois, si c'était une partie belle et une partie qui ont aucun rapport, je peux encore accepter. Mais tout est parfait. Tout est magnifique. Donc, de penser que ça s'est fait tout seul, je sais pas, moi, ça me convainc pas beaucoup, en tout cas. C'était pour te titiller un peu. Il n'y a pas de problème. Tu comprends, c'est ça la différence. La théorie scientifique, entre guillemets, de la Torah, tu peux toujours aller contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des réponses à tout. Donc, on n'a pas peur de la contradiction. Ouais, est-ce que tu viens de nous rappeler le Midrash mériterait d'être cité plus amplement parce que c'est un texte que j'avais lu il y a très longtemps, mais effectivement, il explique bien ce que nous disons. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on reviendra tout ça en long, en large. Bezrat Hashem. Moi, la référence, elle va m'intéresser parce que moi, il me semble qu'il y a un Rashi qui dit qu'il y a une partie qui a été transformée en singe et en démon, mais les éléphants, je ne savais pas. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être, enfin, je ne sais pas quel Midrash c'est, mais oui, ça m'intéresse. Tout ça est bien plus que cela la semaine prochaine. Très bien, ça marche. On va patienter. Yalla, Besorot Tovot. Be'atzlacha. Merci beaucoup, Rav. Bye bye.